Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EWA, donc je l'appelle EYWA, consacrée au mystère et à l'inexpliqué. Pour cette seconde émission, nous vous proposons de découvrir un tout autre sujet, les coups de fil de l'au-delà. D'après certains témoignages, les morts tenteraient d'établir le contact avec les vivants par des coups de téléphone plutôt inattendus. Ces phénomènes surprenants sont apparemment plus fréquents quand on ne pourrait le croire, selon des études de certains parapsychologues. Laurent Kosprovis, ici présent avec nous, docteur en sociologie, a lui-même mené l'enquête après une expérience personnelle plutôt exceptionnelle. Alors, quels sont ces bugs qui interrogent les témoins et fascinent les chercheurs en parapsychologie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et on a le plaisir pour cette émission de recevoir donc Laurent, qui est chercheur et docteur en sociologie. Et il est également l'auteur de Quand les morts nous contactent et des coups de fil de l'au-delà, qui est la première enquête française sur ce phénomène. Et il propose notamment un cadre explicatif en lien avec l'archétype du trickster dont on va aborder tout à l'heure ce concept. Mais d'abord, première question, Laurent, ta recherche sur les phénomènes de coups de fil post-mortem a démarré après une expérience personnelle que tu as vécue donc en 2004. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience et comment tu l'as vécue? Oui, merci. Merci pour l'accueil et bonne chance à cette nouvelle chaîne. Moi, j'ai vécu donc ce phénomène des coups de téléphone post-mortem, on pourrait appeler ça les coups de fil de l'au-delà. C'est comme ça que je l'avais appelé d'ailleurs dans un de mes livres précédents. J'enquête vraiment sur ce phénomène-là depuis 2015-2016, bien que j'ai vécu ce phénomène en 2004 pour ma part. Mais comme il était tellement étrange, comme il était tellement déroutant, perturbant même, on a eu tendance, je dis on parce que toute ma famille était impliquée, on a eu tendance à le mettre sous le tapis et à ne pas en parler pendant une dizaine d'années au moins. Et depuis 2015-2016, donc, j'ai relancé l'enquête, enfin j'ai sérieusement enquêté, on va dire, sur le phénomène en regardant ce que la littérature scientifique, c'est-à-dire des chercheurs, disaient sur le sujet, et en recueillant d'autres témoignages en France, notamment. J'ai vu que je n'étais pas le seul et j'ai vu qu'il y avait des caractéristiques sur ce phénomène qui étaient identiques, quelles que soient les études qui avaient été menées donc, sur ce phénomène. Des caractéristiques qui ne s'inventent pas, je dirais. On les présentera peut-être tout à l'heure. Et dernièrement, donc, j'ai de nouveau prolongé cette enquête avec un tout nouveau livre qui est sorti qui s'appelle Phénomène, co-dirigé avec Romuald Le Terrier. Et nous sommes très heureux, enfin je suis très heureux de pousser la recherche et de trouver peut-être des nouvelles voies d'explication, de nouvelles hypothèses qui n'ont pas été beaucoup abordées par le passé au sujet du paranormal. Alors pour répondre à la question, oui, j'ai vécu le phénomène en 2004, ça a été extrêmement perturbant, c'était à la suite du décès de ma chienne. Vous voulez que je vous raconte dans les détails ? Alors, c'est très difficile à raconter. Dans ma propre expérience, c'est très difficile à raconter. Je la raconte dans le livre, hein, en long, en large et en travers. Ça prend 3 pages. Mais à l'oral, j'ai toujours un peu du mal. Et puis, c'est peut-être pas le cas le plus typique qui pourrait illustrer le phénomène, puisque les gens, quand ils entendent un coup de fil de l'au-delà ou coup de fil post-mortem, ils pensent et ils ont raison. Hein, dans quelques cas, il y a des conversations très limpides avec un proche défunt qui se produit au téléphone de manière complètement spontanée. C'est perturbant, c'est déroutant, c'est un bug, un coup de canif dans ce qu'on croit savoir être la réalité, mais ça se produit bel et bien. Moi, en l'occurrence, donc c'était suite au décès de ma chienne en 2004. Ça a commencé par une coïncidence étrange. Quelques jours après donc, son enterrement, j'étais dans la voiture avec ma famille, mon frère et ma mère, et je parlais à voix haute et je disais, tiens, s'il y a un au-delà, j'espère que nous y retrouverons nos animaux, nos chiens et nos chats. Alors, c'était une réflexion complètement naïve, hein, venant du gamin que j'étais, j'avais 29 ans. Mais c'était porté par le chagrin, hein, voilà, et puis, un moment de pas bien, quoi. Et j'ai cette réflexion-là à voix haute de dire, j'aimerais bien recevoir un signe. Et au moment où je dis ça, je reçois un texto sur mon téléphone portable où il est écrit « Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout va bien, signé Julie ». Sur le coup, je me dis « Tiens, ça doit être une étudiante ». On est au mois d'octobre, qui a dû, comme elle le dit elle-même, faire son intégration. Donc, elle a réussi son intégration et elle le fait savoir à ses proches. Donc, je lui réponds et je lui dis « Vous êtes trompé. Voilà, vous êtes trompé, destinataire ». D'ailleurs, elle ne me répond pas. Mais je réponds ça. Et puis, sur le coup, je dis « Tiens, j'étais en train de demander un signe. Et là, j'ai un message qui me dit que quelqu'un a réussi son intégration, tout va bien ». Je dis, c'est peut-être ça le signe. Et j'ai cette réflexion à voix haute. Et dans la seconde, il y a ma mère et mon frère qui me mettent la main sur l'épaule en disant, oui, Laurent,
ça va aller, on est dans le chagrin, on a perdu notre chienne qui, après 17 ans d'amitié, on va pas bien, mais on va pas voir des trucs farfelus partout, quoi. Surtout que c'était pas trop le genre de la maison. Sauf que le lendemain, à partir du lendemain matin même, on commence à recevoir des coups de téléphone, cette fois-ci sur le téléphone fixe de la maison. Hein. Jour et nuit, avec, quand on décroche, personne au bout du fil. Parfois même, j'avais à peine raccroché que ça sonnait déjà à nouveau. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu personnellement en pratiquant la téléphonie depuis 47 ans maintenant. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Je raccrochais et ça sonnait déjà. Je ne comprenais pas. Mais j'ai quand même pensé à du harcèlement. Et comme j'avais un magnétophone avec moi, j'ai pensé à enregistrer pour aller ramener ça à la police et dénoncer un harcèlement quelconque à la police. Sauf que les faits ont pris une tournure, pour le coup, très étrange et sûrement paranormal, c'est ce que je pense, puisque cette fois-ci, on a eu des messages qui se sont déposés directement sur le répondeur téléphonique, bien qu'on avait le téléphone décroché. C'était la plupart du temps des rires enregistrés, pas des rires moqueurs, mais des rires de famille. Bon, vous savez, d'un repas de famille, quelqu'un qui raconte une blague, tout le monde rit de bon cœur. C'était pas méchant, c'était pas moqueur. Et on avait ça aussi quand on était cette fois-ci en communication sur les téléphones portables, les mêmes rires qui se surimposaient sur la communication, comme si quelqu'un était en train de nous écouter cette fois-ci sur le téléphone portable. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était pas couplé, hein, le téléphone fixe ou portable n'était pas du tout couplé, c'était deux choses différentes. Et à un moment donné, on va commencer à avoir une conversation avec quelque chose qui va répondre à nos questions par un coup pour oui, deux coups pour non. C'est comme ça que s'instaure la conversation. Moi, j'ai l'idée de faire parler ce qu'il y a au bout du fil pour ramener ça à la police, sauf que je me rends compte qu'il se passe des choses qui ne sont absolument pas en lien avec le rationnel, ça devient la folie. Et le phénomène ne se trompe jamais, même aux questions pièges, il ne se trompe jamais. Et on a 2 conversations de 4 minutes à chaque fois avec le phénomène, parce que le phénomène a rappelé encore une fois. Et à la fin, ça s'est terminé où je posais une question, je disais ma chienne était trop vieille, et on me fait comprendre que ma chienne est maintenant de l'autre côté, hein, voilà, avec mon grand-père qui est décédé lui aussi. Et on me fait comprendre que, et au moment où je dis ma chienne était trop vieille, et on me répond non, c'est pas ça le problème, on me répond non, et j'entends un halètement très fort. Ça fait ça, mais très très fort. Et il faut savoir que ma chienne est décédée d'un cancer du poumon. Voilà, donc là, vous avez le sang qui se glace et la communication, elle fait un bip. Ça se termine par un bip. Voilà, très étrange. Hein. J'ai raccroché, comme d'habitude, on n'entend pas ce bip-là. Hein. Quand on a nos conversations au téléphone, qu'on raccroche, il n'y a jamais ce bip, cette tonalité-là. Dans ce phénomène-là, oui, il y a cette tonalité-là. Et moi, en l'occurrence, je l'ai vécu, cette tonalité. Je peux vous dire, ça glace le sang. Alors, si tout ça n'avait pas été enregistré, on aurait pu penser qu'on avait rêvé, qu'on avait une hallucination, qu'on avait surinterprété des choses. Pas du tout, en fait. Tout s'est bien passé comme je le décris. Et ça a commencé avec cette coïncidence du texto reçu la veille. Alors, moi, je suis chercheur. Et un chercheur ne se contente jamais des hypothèses les plus évidentes a priori. Pour les hypothèses prosaïques, c'est-à-dire rationnelles, tout de suite, on voit bien que là, ça ne cadre pas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Surtout que le numéro d'appelant était inconnu. À chaque fois que j'appelais, le numéro appelant était inconnu. Ça sonnait, j'ai essayé de savoir en faisant le 3132, je crois à l'époque, qui avait appelé. France Télécom me disait personne n'a appelé. Voilà. Et quand on faisait sonner avec un numéro ordinaire, France Télécom le reconnaissait. Mais quand c'était le phénomène, France Télécom ne reconnaissait pas. Ça aussi, c'est une caractéristique du phénomène en lui-même et que d'autres chercheurs ont relevé aussi. Donc moi, si je n'avais pas enregistré ça, je pourrais penser aujourd'hui qu'on a rêvé. On aurait pu mettre ça sous le tapis très longtemps. Sauf que j'ai enregistré, je suis chercheur, je suis un peu obsessionnel, je cherche à comprendre. Et je vois bien que les hypothèses rapides, une hypothèse, quelqu'un a voulu nous faire un canular, tout ça, ça ne marche pas. Mais même l'hypothèse des morts nous contactant, elle ne suffirait pas dans le phénomène. Je ne dis pas que ce n'est jamais le cas. Je dis que ça ne suffirait pas parce que ce soit dans ce que j'ai vécu ou dans d'autres occurrences du phénomène, dans d'autres témoignages, on a des cas où il se passe trop de choses étranges, notamment avec des coïncidences, comme je vous l'ai dit là, avec la coïncidence du texto la veille, ou avec des cas où on a les téléphones qui sont éteints, qui se mettent à envoyer un appel. Vous savez, le téléphone du grand-père décédé, hein, voilà, c'est la veillée funéraire, son téléphone est là, il est éteint, il envoie un appel.
alors qu'il est éteint, il n'est pas censé fonctionner, quoi. On a des cas donc où nos appareils, nos propres appareils téléphoniques fonctionnent alors qu'ils ne devraient pas fonctionner. Ce qui traduit selon moi, et c'est ce qu'on dit dans le livre Phénomène, hein, ce qui traduit selon moi que déjà notre réalité bug, déconne, si vous voulez, pour le dire de manière un peu familière. Il y a déjà un problème avec notre propre réalité avant même d'envisager des explications de contact avec d'éventuels défunts. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est une bonne introduction et je pense que ça permet de bien comprendre aussi le livre, quoi, ce que tu as vécu. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler voilà, des hypothèses en fait à l'origine de ce phénomène? Alors, je creuse le sujet, je l'ai recreusé encore avec de nouveaux témoignages reçus récemment, notamment des témoignages très, très étranges. C'est-à-dire que le phénomène, l'étrangeté ne s'arrête pas. Les Américains ont une expression pour qualifier ces phénomènes-là, ils parlent de high strangeness cases, c'est-à-dire de cas de très haute étrangeté, hein, de phénomènes de très haute étrangeté, c'est-à-dire plus dingue que dingue. Voilà, plus dingue que dingue. Et qui fait que finalement, nos hypothèses traditionnelles, comme dans le domaine OVNI, finalement, l'hypothèse qui nous viendrait dans le domaine OVNI et qu'on nous impose médiatiquement, c'est celle d'extraterrestres qui nous visiteraient. Mais les ufologues voient bien qu'en étudiant bien les cas, notamment les cas de rencontres rapprochées, ça ne suffit pas, cette hypothèse-là, parce que c'est encore plus dingue que dingue, en fait, concrètement. C'est plus farfelu, plus absurde aussi, peut-être dans certains cas. Alors attention, l'absurdité n'est pas le contraire de la réalité hein, de ces phénomènes. L'absurdité accompagne la réalité de ces phénomènes et c'est ce qui complique la tâche des chercheurs. Bref, on a plusieurs hypothèses et je vous l'avoue tout de suite, hein, je suis désolé pour nos auditeurs, on n'a pas d'explication définitive. On pourrait avoir des explications au cas par cas, proposer des explications au cas par cas, mais on ne va pas avancer une théorie bulldozer pour dire ouais, dans tous les cas, c'est les défunts qui nous contactent, même si, croyez-moi, moi aussi je porte des deuils, moi aussi j'ai une angoisse de la mort, j'ai l'angoisse de perdre mes proches, je suis comme tout le monde, et moi aussi j'adorerais pouvoir écrire dans mes livres, vous inquiétez pas, nos défunts nous contactent et fin de l'histoire, rassurez-vous. C'est pas aussi simple que ça. Et déjà, en tant que chercheur, ça ne m'empêcherait pas de continuer à chercher. Et en plus, l'étrangeté des cas nous pousse à rechercher encore, à comprendre et à trouver des hypothèses plus fines et plus proches plus en capacité de décrire ce qui se passe réellement. Alors, quelques hypothèses comme ça. Quand on a vraiment identifié l'aspect paranormal de la chose, on peut envisager, à mon avis, deux types de solutions, deux types d'hypothèses, et voire une troisième qui concerne d'ailleurs les deux précédentes. Voilà. La première, et elles ne sont même pas forcément antagonistes les unes avec les autres, c'est ça qui est fou. La première, c'est que bien sûr, dans certains cas, ça se pourrait bien que ce soit nos défunts. Ça paraît fou, ça paraît dingue, il n'y a pas un début d'explication pour ça. Ça paraît même contraire avec ce que je peux observer de la réalité. Moi-même, par exemple, j'ai qu'à regarder les faits divers pour voir des trucs atroces dans la vie de tous les jours. Pour lesquels nos défunts n'interviennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Nos défunts ne viennent pas empêcher qui que ce soit de mourir dans des conditions atroces, que je sache. Par contre, pourquoi ils passeraient ces appels téléphoniques dans lesquels ils rassurent les vivants, hein, puisque c'est souvent de proche à proche, pourquoi ils feraient ça alors qu'ils ne viennent pas en cas d'urgence, en cas de vrai problème, pour empêcher des drames? Je n'ai pas la réponse. Mais il y a bien des cas qui peuvent laisser supposer ça. Voilà. On a des cas incroyables. Par exemple, on a un jeune qui appelle. On a un cas, on va illustrer pour les gens qui nous écoutent. On a un cas, mais on en a des dizaines de cas comme ça. Hein, depuis 40 ans qu'il y a des études sur le phénomène, on en a des dizaines. On a quelqu'un qui appelle et qui s'étonne. Donc, la femme qui répond, elle reconnaît tout de suite la voix, c'est un ami de son enfant et qui est décédé dans un accident de voiture. Elle reconnaît sa voix et il a ces mots. Il dit je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, c'est 2 semaines après sa propre mort, hein, à la personne qui appelle. Il dit je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas le monde tel qu'il est maintenant. Passez-moi, je ne sais plus, je crois que c'est Michael, c'était le fils de la dame. Passez-moi Michael, j'aimerais lui parler et faites vite. Je ne comprends pas ce qui se passe, il dit. Il ne comprend pas ce qui se passe, pour cause, il est mort. Donc,
on a des cas qui peuvent laisser supposer que, oui, ce seraient les défunts qui appelleraient. Même si la science moderne, même si le constat de la réalité telle qu'elle fonctionne pour nous, H24, tend à nous dire que ce n'est pas possible, quoi. Et pourtant, ces phénomènes nous disent que si, c'est possible. Une autre hypothèse, ce serait que dans certains cas, nous ayons affaire à des entités qui seraient farceuses, des entités qui prendraient la voix d'un défunt pour nous jouer des tours. Alors, ça peut être le cas dans certaines occurrences, puisque on a parfois des trucs presque guignolesques, presque absurdes en apparence, en tout cas, qui se produisent, mais ces entités farceuses qui ont déjà été décrites par la parapsychologie. Je ne suis pas la première personne qui va en parler. Camille Flammarion en parlait il y a 100 ans déjà. Il disait attention, c'est peut-être pas l'esprit de nos défunts qui fait tourner nos tables ou qui contacte nos médiums, c'est peut-être des entités farceuses capables de prendre des voix, des apparences, les apparences de nos défunts. Pour l'illustrer là encore avec un cas, on a une personne qui témoigne qu'elle emmène son chien au vétérinaire à minuit, alors que la chienne est mal en point. Et pareil, là, elle reçoit un coup de téléphone d'une personne qui est une femme, apparemment, une trentaine, quarantaine d'années, et qui dit aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais attendez, qui vous êtes? Je ne vous connais pas, un numéro inconnu en plus, qui vous êtes? Et il se trouve que la personne insiste. Et elle dit mais aide-moi, je suis ta fifi, je suis ta fifi. Il se trouve que la chienne qui est sur la banquette arrière, qu'elle est en train d'amener chez le vétérinaire, elle l'appelait tout le temps ma fifi. Et la communication, pareil, coupe soudainement. Voilà. Et la chienne est en train de décéder. Alors, on a des trucs comme ça, absurdes, dont l'explication par les défunts ne suffit pas. Voilà. Ou parfois, il y a des erreurs. On a la voix de l'appelant qui est un proche décédé. On a une communication normale, spontanée. La personne qui décroche est très surprise. Comment c'est possible que ce soit toi? Tu es décédé, quoi. Et à un moment donné, il va y avoir une erreur de commise par le défunt. Une erreur de commise assez grotesque. Alors que 9 trucs sur 10 qu'il va dire, ça sera juste, mais la 10e, ce sera une erreur assez grotesque. Voilà. Donc là, on pourrait penser qu'on a des fois des entités farceuses. Dans tous les cas, on est dans le paranormal quand même. Et dans tous les cas, le phénomène nous connaît intimement, nous connaît très bien. Une des dernières hypothèses, c'est de dire que finalement, ça pourrait être, ces phénomènes-là, des purs surgissements. C'est-à-dire que, c'est ce que je propose moi comme hypothèse, ça pourrait être des purs surgissements oniriques. Quelque chose d'onirique qui n'a pas pu se déployer dans nos rêves à nous, ou dans notre déprime du moment, ou dans notre mal-être. Il y a quelque chose qui va se déployer dans le réel, mais qui en même temps va laisser parfois des traces matérielles, objectives, enregistrables. Donc, c'est le problème. Donc, c'est un truc compensateur. On voit ça dans les poltergeists, on en a souvent parlé, dans les phénomènes de type poltergeist. On a souvent une personne en proie avec des problèmes psychologiques assez jeunes, traditionnellement, et qui va déclencher autour d'elle des phénomènes complètement fous, comme des déplacements d'objets, des coups contre les murs, etc. Et on pense que ce serait des effets psychokinétiques, c'est comme ça que ça s'appelle, avec l'environnement de la personne. Donc le problème, c'est que ça laisse des traces objectives. Donc même si c'est des phénomènes de type onirique, de type psychokinétique sur l'environnement, ça laisse des traces objectives, matérielles sur la réalité. Ça veut dire que ces phénomènes sont aussi réels que le reste. Et ça veut peut-être dire alors que nous sommes peut-être dans un tout psychique. Notre réalité serait un tout psychique. Voilà, un rêve si vous voulez. Et c'est ce qu'on propose dans le livre Phénomène. Merci Laurent. C'est très riche. Mais avant ça, donc avant d'exploiter un petit peu tout ce que tu viens de nous présenter, j'aimerais savoir quelle était ton opinion sur le paranormal avant de faire du coup toi-même cette expérience de ces coups de fil exceptionnels. J'étais comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, comme la majorité des gens, je veux dire, j'aimais bien m'intéresser à ces sujets-là. Je n'étais pas fermé, je sentais qu'il y avait peut-être des choses que nous n'avions pas compris sur notre réalité, oui, intuitivement. Et quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans, j'ai fait un rêve prémonitoire, moi. Donc, j'ai rêvé que mon grand-père venait me voir pour me dire qu'il allait partir. Et c'est le cas, puisque le lendemain matin, il est mort dans un accident. J'avais fait ce rêve prémonitoire et j'ai toujours eu ça en tête, que ce rêve prémonitoire que j'avais fait n'était
pas conforme avec la description de la réalité telle qu'elle est faite par les scientifiques habituellement. Hein. Voilà. Ce n'était pas censé se produire un rêve prémonitoire. Ça, je l'avais compris quand je suis arrivé à 18-20 ans, j'ai compris que c'était qualifié de paranormal. Et donc, à partir de là, je me suis intéressé à plein de choses. Enfin, je me suis intéressé à ces choses-là. Je regardais l'émission Mystère comme tout le monde dans les années 90. Voilà, il m'est peut-être arrivé d'acheter 1 ou 2 fois des revues sur le sujet, mais je n'étais pas non plus un dingue de ça, quoi. Hein, j'étais pas... Et en plus, je n'étais pas préparé au phénomène des coups de téléphone. Je ne savais même pas que ça existait. Le phénomène des coups de téléphone post-mortem dans lesquels vous recevez un coup de téléphone d'un proche décédé, ça, je ne savais pas que ça existait. Si vous m'en aviez parlé à cette époque, je vous aurais sûrement rionné, quoi, et ben, j'aurais eu tort. Et dans ton premier livre, justement, moi de souvenir, tu mettais quand même les coups de fil de là comme ayant une place de choix dans la question de la survivance. Alors du coup, tu l'as évoqué un petit peu, tu as dit que c'était pas suffisant. Et puis après, dans tes autres ouvrages, tu évoques la piste donc, de l'inconscient avec le symbole du trickster que tu as développé ensuite avec, dans ton dernier livre avec Romuald. Donc j'aimerais savoir un petit peu, bon, tu l'as dit déjà rapidement, mais quelle est ta position aujourd'hui donc, sur ce point? Est-ce que les coups de fil post-mortem peuvent quand même avoir une place de choix dans la question de la survivance, même si peut-être que ce n'est pas suffisant? Pour moi, oui, toujours. Toujours. Même si ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que selon moi, et c'est ce que j'essaye d'apporter sur la table, parce que quand on est un chercheur, on essaie d'apporter quelque chose sur la table, pas seulement de manière égocentrique, quoique des fois l'ego nous motive en tant que chercheur, parce que ce n'est pas l'argent qui nous motive, mais aussi parce qu'on a envie de faire avancer et de comprendre. On a envie, avant de décéder, de nous-mêmes avoir compris quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, d'avoir compris quelque chose de nouveau sur cette réalité, parce qu'on est là, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS? Voilà. Donc on essaie de comprendre, on essaie vraiment sincèrement de trouver. Et quand je dis que ça ne suffit pas, c'est parce qu'on voit qu'il y a d'autres choses, comme les coïncidences, comme ces objets qui se mettent à fonctionner alors qu'ils n'étaient pas censés fonctionner. Hein. On voit que les téléphones commencent à fonctionner de manière peut-être symbolique, métaphorique, plus que de manière technologique. C'est-à-dire qu'un ingénieur de France Télécom, si mon téléphone il est éteint, il n'arrive pas à le faire sonner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, s'il arrive à le faire sonner, à le faire appeler, c'est parce qu'il va avoir accès à des choses, vous savez, à l'hypertechnologie, je ne sais pas, dans des centres d'appel, je ne sais pas comment il va faire. Mais voilà, ça demande des choses que le phénomène, lui, fait facilement. Donc, je vois bien que déjà notre réalité va se mettre à fonctionner au moment des phénomènes paranormaux de manière extrêmement étrange. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que même si parfois l'hypothèse des défunts peut convenir, elle ne suffit pas toujours. Voilà, c'est ce que je dis. Et il pourrait aussi s'agir d'entités, dans certains cas, d'entités farceuses qui pourraient jouer ce rôle-là, peut-être de messagères. Alors, tu as évoqué le trickster, je lui consacre un chapitre. Le trickster, c'est un archétype, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous-mêmes nous connaissons dans nos cultures depuis la nuit des temps. En Europe, on l'a connu sous les traits d'Hermès. C'est un personnage qu'on retrouve dans toutes les cultures, les mythes et les légendes. C'est un messager. Donc, ça peut être, dans le phénomène des coups de téléphone, une entité farceuse, certes, mais messagère. Elle essaie de dire quelque chose de vrai. Et le trickster, c'était ça. Hermès, c'était ça. Un messager d'abord. Mais il était joueur aussi. Et il effaçait ses traces. Et dans ces phénomènes-là, souvent, on a cette chose étrange qui laisse très peu de traces. Par exemple, on a plein de témoignages selon lesquels les gens reçoivent sur leur répondeur un message d'un proche décédé. Alors, des fois, ça peut se produire 1 semaine après le décès, 1 heure après le décès, 10 secondes après le décès ou 10 ans après le décès. Mais ils ont ce genre de choses-là sur leur répondeur, ils l'écoutent 1 fois, 2 fois, et la chose s'efface, le message s'efface. C'est vrai aussi pour les textos écrits. Maintenant, le phénomène s'est répandu aussi sur les textos écrits. La personne reçoit un texto d'un proche décédé, elle le lit 1 fois, 2 fois et il s'efface de lui-même. Le phénomène efface ses traces. Et ça aussi, c'est une caractéristique de l'archétype du trickster, c'est-à-dire des mythes où on a le héros principal qui est messager, qui joue des tours et qui efface ses traces. Et ça, on a ça dans toutes les cultures. Donc, on a déjà nous-mêmes, on a une connaissance intuitive du trickster dans nos propres cultures. Il est représenté. Et quelques chercheurs dans les années 70, et même un peu avant avec Carl Jung, avaient remarqué que les phénomènes paranormaux avaient ces caractéristiques-là du trickster, c'est-à-dire le processus de manifestation et de fuite, qu'on qualifie aussi d'élusivité dans le domaine du paranormal, à la suite de Bertrand Meilleux, notamment, qui a popularisé ce terme-là,
eh bien, tout ça, c'est connu dans cet archétype-là du trickster. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi de mettre ça en avant et d'expliquer aux gens, ben voilà, le processus de manifestation, quelque part, de ces phénomènes, on le connaît, même si chez nous, il a pris d'autres formes dans nos cultures. C'est souvent un personnage divin, un personnage farceur, mais à chaque fois, c'est un peu ça, quoi. Il est messager, il apporte une vérité et il brouille les pistes. Et ben, dans le domaine du paranormal, on a quelque chose, on a une vérité qui est dite et on a un brouillage de pistes. Et justement, parmi les hypothèses en parapsychologie qui sont présentées, donc tu as parlé donc de la théorie de la survivance, donc on a les survivalistes, et puis on a aussi tu le sais, les anti-survivalistes qui vont beaucoup plus soutenir une explication PSI, donc des phénomènes, donc l'idée d'expression de facultés psychiques qui ne sont encore méconnues, et donc on a la fameuse théorie PK ou psychokinèse, et j'ai lu que tu n'étais pas favorable voilà, vis-à-vis de cette phénomène, de cette explication-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu la trouves insuffisante? Elle est insuffisante parce que, par exemple, on a fait seulement la moitié du chemin. Je te parle de la théorie, du psy, hein, du super psy ou quoi que ce soit, oui, ou du PK. Elle est insuffisante. On n'a fait que la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose d'autonome aussi dans ces phénomènes-là. Tu vois, on ne voit pas qu'il y a quelque chose de complètement autonome, d'incontrôlable, qui prend la forme qu'il veut. D'ailleurs, pour citer un peu Carl Jung, il disait, vous savez, il disait grossièrement, quand vous ne savez pas trop si c'est nous qui produisons ça ou si c'est les défunts, dites-vous que c'est les archétypes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les archétypes sont autonomes. Oui, ils sont en nous. Oui, nous sommes aussi peut-être co-créateurs de ces phénomènes-là, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté, cet aspect de l'archétype, c'est-à-dire aussi de l'inconscient collectif, c'est comme ça que Carl Jung l'appelait, mais on peut aussi l'appeler l'âme du monde, c'est comme ça qu'on l'appelle nous dans le livre Phénomène, qui est en jeu. Voilà. Il y a une part d'autonomie, pardon. Il y a une part complètement autonome dans ces phénomènes-là, et c'est pour ça que je dis que, attention, l'effet PK, etc., peut-être qu'on a eu raison, ça fait partie de la recherche d'avoir dit ça à un moment donné, on n'avait pas complètement tort, c'est ça que je veux dire, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dedans, il y a aussi une dimension autonome. On n'arrive pas à caractériser avec cette histoire de PK, on n'arrive pas à dire pourquoi on a des absurdités, des étrangetés, comme dans le phénomène des poltergeists, par exemple. Je pense au cas de la machine, vous savez, le mur qui parle. Dans les années 70, on avait un mur qui commençait à parler, à donner des coups et à répondre juste aux questions. Même les gendarmes étaient là pour enquêter et pour enregistrer, poser des questions pièges. Le phénomène qui tapait sur le mur, donc le poltergeist, répondait juste aux questions pièges. Par exemple, il savait combien il y avait de balles dans un revolver, etc. On a parfois des poltergeists avec des jets de cailloux dans des domaines qui sont fermés, hein, dans des bâtiments fermés. On a des cailloux qui tombent on ne sait où. On ne serait pas capable, même avec une histoire d'effet PK, de dire et de comprendre que les phénomènes peuvent être autonomes, peuvent devenir autonomes, c'est-à-dire avoir leur propre volonté à un moment donné, même si nous en sommes la source ou les co-créateurs à notre corps défendant, c'est-à-dire inconsciemment. Oui, j'allais justement t'en parler de cette autonomie, parce qu'on parle beaucoup de l'indépendance de l'esprit, mais tu sais, dans les cas intentionnels, dont parlent notamment Bayles et Rogo, qui sont aussi deux parapsychologues anglo-saxons, et qui évoquent donc ces cas où des coups de fil donc, sont passés par des vivants alors qu'ils n'ont pas décroché le téléphone, mais qu'ils avaient néanmoins l'intention de le faire. Donc, je voulais savoir justement quelle était ton interprétation de ces coups de fil de personnes vivantes qui n'ont en réalité jamais téléphoné. Ben oui, alors, pareil, alors là, il faut peut-être resituer. Donc, Scott Rogo et Raymond Bayles sont les auteurs pionniers de la recherche sur ce phénomène-là. Ils ont écrit leur livre Phone Call from the Dead en 1979 et ils ont essayé de comprendre quelle était l'origine de ce phénomène-là. Donc, ils se posent exactement les mêmes questions que nous. Mais Scott Rogo avait vécu lui-même un phénomène très étrange. Un jour, il avait voulu appeler quelqu'un et il s'était endormi juste après. Donc, il ne l'a pas appelé. Et quelques heures après, la personne lui dit « J'ai bien reçu ton appel et tu m'as dit de faire ça, il n'y a pas de problème, on va le faire. » Mais il dit « Mais non, je ne t'ai jamais appelé. » « Mais si, tu m'as appelé. » « Ah non, je ne t'ai jamais appelé. Je me suis endormi avant. » Et c'est ce qu'il appelle, lui, les appels par intention. Il y en a quelques-uns comme ça de recueillis à travers le monde par d'autres études, d'autres recherches sur le phénomène. Et donc, Scott Rogo s'était dit « Bon, ben, alors peut-être que les phénomènes des coups de téléphone post-mortem, peut-être que là aussi, c'est nous qui les produisons inconsciemment, comme les appels par intention. On a envie d'appeler et ben, l'appel y passe
hein, par une sorte de nous-mêmes, d'un double de nous, pardon, qui prendrait de l'autonomie et qui passerait cet appel. Peut-être que ce serait aussi à l'origine du phénomène des coups de téléphone post-mortem. C'est en tout cas la question qui s'était posée, et la question reste toujours ouverte. Est-ce qu'une part de nous devient autonome ou alors est-ce que quelque chose en nous, plutôt, devient autonome et crée ce phénomène-là et nous renvoie par l'extérieur comme un effet miroir, eh bien, cet appel qui nous semble provenir de l'au-delà et d'un proche décédé. Voilà, toute la question reste ouverte. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, donc, ce phénomène est souvent lié à des choses improbables qui arrivent le même jour de l'appel. Donc, tu as donné un exemple tout à l'heure. Est-ce que du coup, quel parallèle est-ce que tu peux donner finalement avec les synchronicités? Ah ben, on est en plein dedans. On est en plein dedans avec les synchronicités. C'est-à-dire que moi, on connaît le débat sur les synchronicités. Oui, ça pourrait être des coïncidences. Ça pourrait être donc statistiquement des choses qui peuvent se produire selon la loi des grands nombres, etc. Moi, je vous le dis, si vous vivez une synchronicité 10 minutes avant ou un jour avant avoir vécu un phénomène de coup de téléphone post-mortem, il y a de fortes chances, et surtout si c'est en lien avec le défunt, il y a de fortes chances qu'on n'est pas en face d'une synchronicité, enfin, on n'est pas en face d'une coïncidence simple, on est en face de quelque chose qui dit quelque chose de très fort sur la nature de notre réalité. D'ailleurs, Jung le disait, quand vous avez une manifestation d'une synchronicité, d'une coïncidence très étrange et lourde de sens, nous sommes dans la manifestation d'un archétype. On revient sur ce que je disais tout à l'heure sur la manifestation de l'archétype du trickster. Jung le disait sans embâche, il disait vraiment, quand vous vivez une synchronicité, il y a quelque chose de l'ordre de l'archétypal, c'est-à-dire de l'ordre de l'âme du monde et de la nature même de notre réalité, et dans notre lien avec cette réalité-là. Donc pour moi, au contraire, là, quand vous avez une synchronicité qui suit ou qui précède ou qui se déroule en même temps qu'un appel de post-mortem ou qu'un phénomène paranormal, vous avez de grandes chances de penser que là, la synchronicité est un phénomène bel et bien réel. Il n'y a plus lieu d'avoir de débat là. Quand je reçois le texto la veille du phénomène des appels sur le téléphone fixe, un texto qui prend sens, puisqu'il dit « j'ai bien réussi mon intégration », au moment où je demande si ma chienne est dans l'au-delà et va bien là où elle est maintenant, quoi. Quand vous avez un texto comme ça qui fait sens, s'il n'y avait eu que ça à la rigueur, on aurait pu parler d'un hasard, mais le lendemain, vous avez le phénomène qui se déclenche sur les coups de téléphone, sur les appels sur les téléphones fixes. À un moment donné, je veux dire, il ne faut pas être non plus dans le déni. Là, on a quelque chose et il faut exploiter ce qu'on a, c'est-à-dire on a bien un lien entre une coïncidence étrange et la survenue d'un phénomène paranormal. Voilà. Jung nous dit, là, s'il était là, il nous dirait, nous sommes dans la manifestation d'un archétype. Et peux-tu nous dire pourquoi tu différencies la TCI ou transcommunication instrumentale et les phénomènes du coup de coup de fil post-mortem, et pourquoi est-ce que tu penses que la TCI n'est pas une piste intéressante pour le cas de la question de la survivance? La deuxième question, je ne suis pas d'accord. La première, quelle est la différence entre la TCI et les phénomènes de coups de téléphone? La TCI, déjà, il faut se mettre au travail. Avec son magnéto, il faut se mettre, faut se mettre au boulot et il faut le vouloir, quoi, pour avoir un début de résultat. Et il faut passer des heures. Sauf que le phénomène des coups de téléphone post-mortem est complètement spontané. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Donc, la plupart des gens qui en vivent l'expérience ne savent même pas que ça existe. En France, le père François Brune en avait un tout petit peu parlé dans Les morts nous parlent, dans son livre sorti il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Il en avait un tout petit peu parlé, quelques pages, c'est tout. Mais il n'y avait pas eu d'auteur qui avait mené d'enquête systématique sur le sujet. La littérature n'en parle pas non plus, très peu. Et les grands médias, c'est-à-dire l'entertainment, les séries télé, les films, en ont très très peu parlé finalement. Je crois que ça se réveille là avec un film qui passe en ce moment, une série qui passe sur Netflix. Le téléphone de monsieur, j'ai oublié, un truc qui marche en ce moment. Mais sinon, c'est très peu connu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'invente, ce n'est pas quelque chose qui peut se produire par la simple volonté, et c'est quelque chose de totalement spontané. Autre différence avec la TCI, en plus du fait que là, c'est complètement spontané, et même quand on ne le veut pas, ça se produit, eh bien, parfois, on a des conversations qui peuvent durer des minutes, même des dizaines de minutes, qui peuvent se répéter. On a des cas qui se répètent sur des années.
du phénomène, où vous entendez très facilement, de manière très limpide, la voix de votre défunt, vous avez des conversations, je dirais, presque normales avec. Voilà, vous n'avez pas à faire d'efforts de compréhension. Il me semble que dans la TCI, on a beaucoup d'efforts de compréhension à faire quand même. On n'a pas des bribes de mots, là, on parle de conversation. Voilà la grande différence aussi avec le phénomène de la TCI. Après, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, en gros, si la TCI, lequel des deux phénomènes est plus valable ou quoi, ce serait une concurrence ou un match à ne pas jouer, à mon avis, on n'y gagnerait rien. Mais par contre, je me pose la question, pourquoi les morts s'embêteraient à essayer de communiquer avec nous avec de la TCI alors qu'on capte un mot sur 18, alors qu'ils peuvent le faire avec le téléphone apparemment, et de manière très limpide. Donc je pose la question de manière prosaïque, simple, je n'ai pas la réponse, hein, mais voilà, c'est une question que je pose. Pourquoi les défunts s'embêteraient à essayer de nous contacter quand nous avons un magnétophone et quand nous essayons de discuter avec eux, d'enregistrer des mots avec eux, alors qu'ils peuvent le faire simplement et facilement avec le téléphone. En tout cas, le phénomène des coups de téléphone post-mortem le montre. Est-ce que ce ne serait pas le téléphone de Monsieur Harrigan sur Netflix? Oui, c'est ça, merci. Oui, je ne l'ai encore pas vu. Moi non plus. Mais du coup, le fait de voir le résumé, ouais. Mais tu vois, c'est pour me faire mentir, mais on est en 2023. Moi, le premier livre que j'ai écrit sur le sujet, c'était 2016. Donc, c'était il y a 7 ans. Et je peux te dire, c'est pour me faire mentir, mais voilà, en vérité, les témoignages que nous avons recueillis, depuis, il y a eu 3-4 études qui ont été faites, dont une par un universitaire anglais. Les gens n'ont jamais entendu parler du phénomène-là, des coups de téléphone post-mortem, voilà. En grande majorité, en grande majorité. Alors, je continue le sujet là sur. Je vais dévier un petit peu sur les ufologues. Enfin, tu dis avoir discuté toi avec des ufologues justement en lien sur ce sujet, et également avec des pilotes qui à plusieurs reprises ont vu, enfin voilà, sur le sujet des ovnis, qui ont vu des ovnis surgir un peu de nulle part, se déplacer avec des mouvements un peu improbables. Et tu parles un peu de symboles qui est mis en jeu, de symboles de communication. Faut-il voir du coup dans ce phénomène-là quelque chose de plus subtil qui serait lié du coup à la conscience? C'est ce que nous pensons parce que il y a un chercheur qui avait fait ma postface pour mon précédent livre qui s'appelle Philippe Solal, qui s'intéressait lui à l'ufologie, mais qui avait remarqué que dans mon phénomène, en discutant avec moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les téléphones sont souvent utilisés de manière symbolique, métaphorique. Ils vont fonctionner alors qu'ils ne sont pas censés fonctionner. Un téléphone cassé va se mettre à fonctionner, par exemple, et à émettre un appel. Voilà. Donc là, le téléphone va être utilisé de manière symbolique. Donc, il y a l'idée de contact. C'est un outil qui est symboliquement utilisé pour le contact entre nous. Enfin, c'est encore maintenant en 2023, peut-être pas en 2100, ça sera peut-être autre chose, mais encore maintenant, on utilise ça. Donc, symboliquement, c'est pour ça qu'il est utilisé dans ces phénomènes-là. Donc, métaphoriquement ou symboliquement, ces téléphones sont utilisés. Dans le domaine de l'ufologie, on s'est rendu compte aussi que les objets volant dans le ciel, et les pilotes de F-16 et F-18 récemment qui ont un petit peu divulgué ce qu'ils avaient vu et observé avec la Navy dans les années 2004-2005 et 2014-2015, ont dit que les objets se déplaçaient à des vitesses pas possibles. Et si c'était nos objets à nous, ils auraient été désintégrés, soit par les mouvements, enfin désintégrés, ils auraient été pulvérisés par les mouvements, ou s'il y avait eu des occupants à l'intérieur, il y avait trop de jets, ça a été insupportable d'un point de vue humain. On peut faire un rapprochement et on peut proposer l'idée que, là encore, les objets qui se déplacent dans le ciel, qu'on appelle OVNI, ne se déplacent pas par propulsion, mais ils se déplacent de manière métaphorique, symbolique. Là encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. On est obligé, une fois qu'on a dit ça, de dire que si vraiment ces objets se déplacent dans le ciel de manière métaphorique, symbolique, si nos téléphones se comportent de manière métaphorique, symbolique, c'est-à-dire du point de vue du sens, plus que du point de vue technologique, alors ça veut dire que toute notre réalité elle-même est symbolique, métaphorique. Et si toute notre réalité est symbolique, métaphorique, c'est que nous sommes dans un tout psychique, c'est-à-dire dans un rêve. Et là, c'est abyssal. Là, c'est abyssal, c'est vertigineux. Là, c'est vertigineux et on n'est peut-être encore pas prêt pour ça. On n'est peut-être encore pas prêt pour ça, pour vraiment assimiler cette idée-là. Parce que, bien entendu, je ne suis pas idiot. Je sais très bien que si je tombe dans les escaliers, ça fait mal. Je sais très bien que les douleurs morales, les difficultés morales qu'on peut rencontrer dans notre vie, les deuils, les anxiétés, les peurs, les angoisses que l'on a, elles sont
réel, hein, au sens du ressenti, de l'expérience qu'on en fait. Les maux de dents, une rage de dents, ça fait très très mal. Accoucher, ça fait extrêmement mal pour les femmes. Donc ça, je suis au courant. Mais pour autant, ces phénomènes, quand on les observe bel et bien, et quand on voit que les objets parfois sont métaphoriques, symboliques plus que technologiques, quand on voit que ces phénomènes parfois nous reflètent nos états d'âme, on a parlé tout à l'heure des poltergeists, par exemple, qui reflétaient nos états d'âme souvent, nos psychologies compliquées, eh bien, on peut se demander si nous ne sommes pas dans un rêve dans lequel ces phénomènes-là, étranges, qu'on appelle phénomènes paranormaux d'un côté, phénomènes ovnis de l'autre, ne sont pas en fait des reflets de quelque chose en nous. Voilà. Un petit peu comme dans nos rêves la nuit. Les rêves la nuit, nous le savons, reflètent notre psychologie du moment, bien souvent. En tous les cas, c'est comme ça qu'on les a compris, c'est comme ça que la psychologie les a compris. C'est-à-dire, nos rêves, bien qu'on soit surpris par eux, hein, c'est quand même nous qui les créons, nos rêves. Même si vous êtes effrayé dans votre propre rêve, n'oubliez pas que c'est personne d'autre qui l'a écrit pour vous, hein, c'est vous qui l'avez fait pour vous-même. Mais il se pourrait que ces phénomènes paranormaux qui se produisent dans la réalité, et qui laissent des traces objectives et matérielles, eh bien, il se pourrait que ces phénomènes-là soient également co-créés par nous, mais pas seulement, puisque nous serions sous l'influence aussi de cette âme du monde qui a une partie autonome et créatrice également. Et du coup, quelle est la position enfin, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure rapidement, mais quelle est la position de la science moderne justement par rapport à ce phénomène? Lequel? Celui des coups de téléphone? Oui, les coups de fil, oui. Mais il n'y a pas de scientifique qui bosse sur ces questions-là. Nous avons un universitaire anglais qui bosse sur ces choses-là, c'est-à-dire quelqu'un qui publie dans des revues à comité de lecture. Si c'est ça le critère scientifique, alors c'en est un, qui a publié, qui a même fait une thèse dans laquelle il a évoqué, il a parlé de ces phénomènes-là, de sa recherche sur ces phénomènes-là. Moi, je pense que tous les chercheurs sérieux sur ce sujet-là savent que nous avons 4 ou 5 études en 40 ans sur ce phénomène. Nous avons des caractéristiques qui sont identiques. Hein, sur 40 ou 50 ans de ces phénomènes, des caractéristiques qui ne s'inventent pas. Notamment, tout à l'heure, je vous parlais du fait que souvent les gens témoignent que le texto qu'ils ont reçu d'un proche décédé s'est effacé à la deuxième lecture, que le message sur un répondeur s'est également effacé, etc. Ben ça, c'était déjà évoqué à la fin des années 70. Cette histoire de message répondeur qui s'efface. Donc, aux États-Unis, c'était déjà évoqué. Dans les années 80, c'était déjà évoqué également. Il y avait une étude italienne qui avait été faite sur le sujet. Donc, on a des caractéristiques qui ne s'inventent pas. Si je vous avais demandé tout ce soir, vous avez lu mes livres, mais si j'avais demandé à des gens qui ne connaissent pas le phénomène de m'en raconter un, ils n'auraient pas pensé à me mentionner ces caractéristiques-là. Ou si je leur avais dit, ou ils n'auraient pas pensé à me parler, par exemple, du phénomène de la coïncidence qui vient avec l'appel. Ils n'en auraient pas parlé spontanément. Bon, ça, par contre, ça se produit, cette caractéristique de la coïncidence se produit. On a des appels, par exemple, qui surviennent à des dates anniversaires très précises, de la mort, par exemple, ou à la fête des mères. Voilà. Vous avez le fils qui appelle sa mère, le fils décédé qui appelle sa mère à la fête des mères. Voilà. Ça, c'est une caractéristique du phénomène. Eh bien, ça ne s'invente pas. Eh bien, on le retrouve un peu partout selon les études sur le globe. Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, et moi en France, donc. Et ça ne s'invente pas. Et c'est ramené quand même comme élément du phénomène. Donc, je pense que quand on a des gens qui disent la même chose et que ça ne s'invente pas, donc je pense que le phénomène est réel. Alors, en plus, moi, je l'ai vécu, et je l'ai enregistré, je sais que je n'ai pas rêvé, et que j'ai autre chose à faire. J'aurais autre chose à faire que de faire de la recherche sur ce phénomène, vraiment. Et surtout, l'angle d'attaque que j'ai, moi, c'est celle de Jung, c'est celle de l'archétype, c'est celle de l'âme du monde, c'est celle de qu'est-ce que c'est que cette réalité dans laquelle ça se produit. Eh bien, ce n'est pas l'angle le plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si vraiment je voulais me faciliter la vie, je dirais, ne vous inquiétez pas, j'ai regardé, je vais vous donner des témoignages, les défunts nous contactent, ça ferait 50 pages, mon livre, et puis j'en vendrai des dizaines de milliers, enfin j'espère. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je creuse la piste archétypale parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui buguait dans notre réalité, réellement, et je pense que c'est extrêmement intéressant. Et ça, on le voit qu'en écoutant et en prenant scrupuleusement tous les détails des témoignages. C'est de la microphénoménologie. On fait très attention aux détails, au contexte, etc., de survenue de l'appel. Et on voit qu'il y a des choses vraiment très, 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 très étranges. Et c'est déjà notre réalité qui est bizarre. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un des témoignages qui t'a vraiment le plus marqué, quoi? Oui. On a
on a un jeune au début des années 2000 qui vit dans les corons dans le Nord, c'est des cités ouvrières, et il a une voisine. Et la voisine part en vacances, et un jour, il reçoit un appel. Et au bout du fil, il y a une personne qui se dit mourante, mais elle parle polonais. Alors ça tombe bien, regarde, coïncidence. Coïncidence parce que lui aussi, il a quelques notions de polonais. Regardez la coïncidence, bizarrement, quoi. Donc, il arrive à comprendre ce que baragouine, parce que ça baragouine, il n'entend pas bien. La personne au bout du fil a quelques difficultés à s'exprimer. Et la personne explique qu'elle est en train de mourir. Elle est à l'hôpital et elle est en train de mourir et elle voudrait dire à sa fille qu'il l'aime. Et il est en Pologne. Il dit, je suis en Pologne, je suis en train de mourir et je voudrais juste dire à ma fille que je l'aime. Il dit, ben, vous n'êtes pas chez votre fille, là, vous êtes chez le voisin. Oui, oui, je sais. La conversation s'arrête. La fille revient de vacances. Alors, eux, ils sont stupéfaits. Hein. La fille revient de vacances. Et il raconte donc à cette voisine-là ce qui leur est arrivé. Ton papa nous a appelés pour nous dire qu'il était en train de mourir et qu'il te disait qu'il t'aimait. Voilà. Alors, elle est très surprise parce qu'effectivement, son père est mort. Et alors, au moment de l'appel, réel, il n'était pas mort, mais il était mourant dans le coma, dans l'hôpital, dans un hôpital en Pologne. Donc, matériellement, il n'aurait pas pu, puisqu'il était dans le coma, transmettre cet appel. Appeler de la Pologne à la France, c'est compliqué, surtout dans les années, je ne sais plus quand est-ce qu'on est, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. C'était il y a 20 ans, je crois, au début des années 2000. C'était un peu encore compliqué. Et il faut avoir la capacité de sortir de l'hôpital déjà avec son appel, hein, et ensuite d'appeler la France, de faire le préfixe, etc. Et de tomber, pourquoi tomber chez le voisin plutôt que chez la voisine. Voilà. Le père n'a jamais eu le numéro de téléphone du voisin, quoi. Voilà. Et il y a aussi la coïncidence que lui comprenait un peu le polonais à ce moment-là. Donc, il y a eu la possibilité d'un échange. Et parce qu'il comprenait le polonais. Donc, c'est un cas extrêmement étrange. Alors, la fille, elle est tombée par terre. Elle dit, c'est pas possible que mon père vous a contacté, puisque j'ai appris moi aussi, pendant que j'étais en vacances, qu'il était dans le coma, en train de mourir. Et à ce moment-là, le jour-là, il était dans le coma. Voilà. Donc, ça, c'est un cas typique d'appel pas de l'au-delà, puisque là, en l'occurrence, il n'était pas encore mort, mais d'appel impossible, on va dire. Extrêmement étrange. Alors, il y en a plein, il y en a des dizaines. Dans Phénomène, il y en a quelques-uns que j'ai mis, extrêmement étranges, d'appels de l'au-delà, mais aussi des fois d'appels par intention ou d'appels impossibles. J'appelle ça des appels impossibles. On a un cas qui n'a pas été recueilli par moi, par exemple, et c'est pour vous dire l'étrangeté, la totalité du spectre de ce phénomène, qui a été recueilli par des chercheurs américains et qui raconte, donc, voilà le cas. On a une personne qui un jour dit à ses amis avoir reçu un appel de quelqu'un qui semblait être en difficulté énorme au bout du fil, en train de mourir, avec des difficultés à respirer et en train de dire « je suis en train de mourir, etc. J'arrive plus à respirer, je suis en train de mourir. » Voilà. Donc lui, il a été choqué quand il a entendu ça au téléphone. Voilà. Une semaine après, cette même personne est morte d'un arrêt cardiaque. Voilà. Une semaine après, jour pour jour, elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Donc, il n'est pas impossible, et c'est comme ça que le cas est repris, parce que les gens à qui il s'était confié avaient dit, il avait dit d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était moi qui étais en train de mourir au téléphone. C'était moi qui étais en train de mourir. Il leur avait dit. Et une semaine après, c'est lui qui est mort d'une crise cardiaque. C'est-à-dire exactement dans les conditions de celui qui l'avait appelé une semaine avant. Donc, on a une étrangeté autour de ce phénomène-là, total. Bien souvent, on pourrait dire que oui, on a des cas où on a l'impression que ce sont les défunts qui nous contactent, mais des fois, on a des cas encore plus étranges, plus absurdes, qui nous emmènent tout au fond du terrier, hein, pour reprendre la métaphore, et quand on suit le lapin blanc, où on va se poser des questions sur la nature de notre réalité. C'est là où nous emmène en fait l'étude des phénomènes paranormaux, mais je ne suis pas le premier à le dire, ils vont nous emmener à essayer de remettre en question ce qu'on croit savoir de la réalité. Une dernière question, Laurent, pour terminer, pour clôturer un petit peu cette interview. Sais-tu si les personnes qui ont déjà fait l'expérience des coups de fil post-mortem sont plus enclins à rencontrer de nouveau cette expérience? Que je sache, c'est très rare les gens qui ont vécu 2 fois le phénomène.
C'est très rare les gens qui ont réussi à vivre 2 fois le phénomène. Par contre, on a des gens qui l'ont vécu plusieurs fois. Alors moi, je l'ai vécu 2 fois dans la même journée. Hein. Enfin non, plusieurs fois dans la semaine, mais 2 vraies conversations de 4 minutes dans la même journée. Je n'ai pu l'enregistrer. Mais on a des fois une personne qui a vécu le phénomène pendant des années. Le mort appelé, c'était l'ex-compagnon qui appelait la femme régulièrement pendant des années. Et on avait un enfant qui était témoin de ça. C'est lui qui raconte après, 30 ans après, il est devenu docteur, et c'est lui qui raconte après. Et il a comme preuve, il a apporté comme preuve au chercheur anglais Callum Cooper l'agenda de sa maman. Alors lui, non seulement il était témoin de ces appels-là, parce que le téléphone sonnait, elle allait décrocher, et elle discutait avec le mort. Hein. Donc elle était... le mort était quelqu'un, c'était l'ex-compagnon de la dame, qui était amoureux d'elle, et qui l'appelait tout le temps pendant des années. Et la dame, à chaque fois, elle notait, elle faisait un résumé de la conversation au téléphone qu'elle avait eue avec son proche défunt. Au départ, c'était étrange pour elle, puis elle s'y était habituée. Et ça parlait de tout et de rien avec un défunt. Et ça, ce phénomène-là s'est reproduit pendant des années. Malheureusement, dans la plupart du temps, non, on vit le phénomène une fois, et c'est déjà énorme en termes de probabilité, puisque c'est un phénomène très, très, très rare. C'est un phénomène très rare. Mais c'est un phénomène, j'ai envie de dire, c'est un phénomène complètement étrange, hein, complètement fou. Je suis en train de feuilleter là. Des cas dingues, complètement dingues, qui nous sortent parfois même nous qui sommes chercheurs, qui sommes habitués à l'étrangeté, j'ai envie de dire. Hein, on est habitués à l'étrangeté. On y est prêt, on est préparé. Pas de problème. Et ben, des fois, on est encore plus surpris par l'étrangeté. Parfois, on a des appels de défunts alors qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas un besoin de rassurer. Il n'y a pas un besoin d'apporter du réconfort aux vivants. Par exemple, on a le cas, là, je tombe sur le cas de Sandra qui me raconte qu'un jour, elle reçoit un appel de son dentiste. Son dentiste lui dit « Je suis désolé, j'ai pas assuré, hein, c'était une histoire de couronne mal faite sur les dents, je n'ai pas assuré vraiment, allez, revenez, on va essayer de réparer ça, on va essayer de refaire ça en mieux. » Et elle est très surprise parce que elle avait quitté avec perte et fracas ce dentiste avec lequel elle s'entendait bien, hein, mais elle a été voir avec un autre pour finir les travaux parce que ça n'allait pas, quoi. Et elle est très surprise quand même de cet appel-là et de cet appel désolé de ce dentiste. Ben, en prenant ces renseignements, elle se rend compte que le dentiste-là, il est mort il y a 6 mois. Donc, elle le recontacte, le dentiste, pour savoir ce qu'il en était, quoi. C'était un appel étrange. Est-ce qu'il voulait vraiment me revoir pour refaire des soins ou quoi? Et ben, il était décédé depuis 6 mois. Voilà. Il était décédé depuis 6 mois. Et effectivement, elle avait eu des soins ratés avec lui il y a peut-être 1 an avant. Donc, voilà. Là, il n'y a pas besoin de rassurer un vivant. Par contre, le phénomène se produit pour autant. On a bien un défunt, en l'occurrence, c'est comme ça que le phénomène se présente. Hein. Je ne dis pas que c'est l'explication finale, mais on a bien un défunt qui va, à un moment donné, pour la personne vivante, en tout cas, l'appeler et lui parler. Alors qu'il n'y a pas un besoin de réassurance ou de réconfort à apporter aux vivants. Il y a peut-être un besoin de rassurer, enfin, c'est peut-être un besoin pour le défunt de se rassurer lui-même, ou je ne sais pas, de finir quelque chose, entre guillemets, qu'il n'a pas eu le temps de finir dans notre, dans notre réalité, nous, dans que nous notre réalité à connaissons, nous. Et peut-être que lui, peut-être, alors là, on va dans les hypothèses. Oui. Allons-y, hein. Allons-y. Bah, attendez, Oui, non, mais c'est sûr. Allons-y, hein. On peut réfléchir. Hein. Si on part sur la piste du défunt, oui, dans son état à lui actuel, il est peut-être resté bloqué sur cette histoire-là qu'il cherche à résoudre. Et il n'a peut-être pas réalisé qu'il était mort. Voilà, c'est peut-être l'explication. On est dans des cas de tellement haute étrangeté que je vous dis, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on a plusieurs hypothèses qui cohabitent et qui sont valables. Peut-être selon les cas, il y en a plus une qui serait valable qu'une autre. Mais dans tous les cas, on remet en question, nous, et notamment quand on regarde le spectre des phénomènes paranormaux et du phénomène de type OVNI, rencontre rapprochée, on remet en cause ce qu'on croit savoir de la réalité. C'est à ça que ça nous invite, en fait. Bien, merci Laurent pour cette belle interview. Et merci à tous. Merci Marie-France. Merci à vous. Et puis on se retrouve beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Longue vie à cette chaîne, Aiwa TV.
Merci, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur Ewa Play. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.